L'esprit qu'on fait et l'esprit qu'on a. Si le rire est le propre de l'homme, c'est que l'esprit, spiritus, le souffle, est le propre de l'homme. L'adjectif spirituel qualifie autant un trait drôle qu'une réflexion métaphysique. L'esprit sert à tout ce qui est humain, à croire en Dieu, à ne pas y croire, à raisonner, à déraisonner, à bâtir, à détruire, à découvrir que la terre tourne, à persécuter qui le prétend et à proposer des idéologies diverses. Dès lors, on dira de Descartes et de Galilée qu'ils sont de grands esprits, de Gengis Khan et de Hitler qu'ils sont des esprits du mal, de Karl Marx ou de Rousseau qu'ils sont des esprits dogmatiques, mais on dira de Sacha Guitry qu'il a de l'esprit. L'esprit venu en droite ligne des dieux est une qualité de risible privilégié qui s'est exprimée d'abord dans la dialectique gréco-latine. Le culte de la phrase, voire du mot, qui est l'apanage de la pensée méditerranéenne, conduit dès que la fantaisie ou la bonne humeur s'en mêle à l'esprit. Aristophane, Plaute ont déjà de l'esprit. Mais quand la civilisation gréco-latine fait osmose avec la rieuse pensée gauloise, l'esprit se vigorise, s'affine, se localise et devient une spécialité française comme le steak frites. Il y a déjà de l'esprit dans la chanson de Roland. On en trouve aussi dans le roman de Renard, de même dans Rutebeuf, dans Villon, dans les farces, voire les mystères. Le lecteur. Il n'y a donc pas, aux mêmes époques, un Anglais qui ait de l'esprit ? Jean Le Poulain. Je ne crois pas. Le lecteur. Et Geoffrey Chaucer ? Jean Le Poulain. Geoffrey Chaucer, poète anglais, 1340-1400, est connu en effet pour avoir de l'esprit. Mais vous saurez qu'il commença sa carrière, comme par hasard, par une traduction du roman de La Rose. Le lecteur. Vous êtes très calé. Jean Le Poulain. Je tiens ce renseignement du petit Robert des noms propres, que je viens d'ailleurs d'ouvrir devant vous à la page 396, et où je lis encore. Son esprit, même comme son nom, Chaucier, est français. Que voulez-vous que j'y fasse ? Le lecteur. Et votre esprit à vous, serait-il pas un rien chauvin ? Jean Le Poulain. Adressez vos réclamations au petit Robert. L'histoire de l'esprit en France est remarquable. Il s'épanouit à la Renaissance, phénomène italien, soit dit en passant, donc latin, et atteint son point culminant au XVIIIe siècle pour être étouffé quelque peu par la gravité de la Révolution et de l'Empire. La tradition se réveille dans les fièvres du romantisme, puis dans le cadre d'échanges culturels spontanés avec la Grande-Bretagne, prémisse de l'entente cordiale, s'enrichit d'humour. Mais hélas, aujourd'hui, l'esprit se raréfie, pâlit et se laisse doucement corrompre par les penseurs de choc qui n'ont de choquant que leur platitude. Nous assistons à l'agonie de l'esprit, ce qui est une aberration puisque, par définition, il est immortel. Tout tient dans une distinction essentielle, l'esprit qu'on a et l'esprit qu'on fait. On commence, comme Voltaire, Rivarol ou Guitry, par avoir de l'esprit, et c'est merveilleux. On ne prétend pas concurrencer le gros rire sous prétexte qu'on ne suscite que le sourire. On projette une certaine forme de pensée gaie, fondée sur l'intelligence, par des phrases adroites, complices ou insolentes. Bref, on a de l'esprit. Puis on fait de l'esprit, ce qui est à l'évidence beaucoup moins bien étant donné que la nécessité où l'on se trouve d'en faire est la preuve qu'on n'en a pas. Car l'esprit ne se fait pas, il est un don, le plus souvent, il est spontané. Un exemple. Monsieur, disait un jour un Anglais méprisant au corsaire Duguay-Trouin, nous autres Anglais, nous nous battons pour l'honneur, tandis que vous autres Français, vous vous battez pour l'argent. Monsieur, répondit Duguay-Trouin, chacun se bat pour ce qui lui manque. Afin qu'on ne s'imagine pas que j'en veux particulièrement aux Anglais, et pour ne pas priver cet ouvrage de tout espoir de traduction, je citerai cette contre-anecdote.
Clémenceau avait établi un quelconque projet de politique franco-britannique que, dans sa modestie coutumière, il qualifiait de sublime. Édouard VII, qui estimait ce projet extravagant, lui fit observer c'est votre Napoléon qui a dit que du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Parfaitement, répondit Clémenceau acerbe. Et moi je précise que c'est le Pas-de-Calais. Oui, mais dans quel sens rétorqua finement le roi d'Angleterre. Bien sûr, je ne garantis pas l'authenticité de cette historiette, mais elle prouve ma bonne volonté. Pour préméditer un tel trait, il eût fallu connaître à l'avance l'apostrophe qui le justifierait. Duguay-Trouin ne faisait donc pas de l'esprit, il en avait. L'intelligence est généralement définie comme l'aptitude à trouver une solution ou une explication nouvelle à une situation ou à un problème. L'esprit trouve instantanément une faille à la logique de l'autre, une astuce pour retourner son argumentation. Quand l'esprit est une réplique, et il l'est très souvent, il n'y a pas de tricherie possible. Autre exemple. Madame du Châtelet invita à sa table un jour Voltaire et Fréron, qui se détestaient, en disant à Fréron « Promettez-moi de ne pas prononcer plus de 4 paroles ». Fréron releva le défi. Durant le repas, Voltaire ne tarit pas de traits. Amabilité pour son hôtesse, pointe acérée pour Fréron, celui-ci se tait. Finalement, Voltaire ne fait plus attention à lui. Et comme on sert des écrevisses, il s'écrie en guise de compliment « Madame, j'en mangerai autant que Samson tua de Philistins ». Et l'on sait que Samson tua 10 000 Philistins. Alors Fréron plaça ces 4 mots. « Avec la même mâchoire ?» Et l'on sait que ce fut avec une mâchoire d'âne que le fameux Israélite accomplit son massacre. Ce soir-là, Fréron marqua un point sur Voltaire. Conditionné par sa promesse, il lui fallait saisir la balle au bond. Et comme il est évident qu'il ne pouvait prévoir cette allusion biblique, il prouva qu'il avait, et non qu'il faisait, de l'esprit. Autre exemple encore. Sacha Guitry reçoit la visite d'un journaliste et aimablement lui tend une boîte de cigares. Avec un bel aplomb, le journaliste rafle 5 cigares en disant « C'est pour la route ». Sacha lui répond courtoisement « Combien je vous remercie d'être venu d'aussi loin ». Il ne pouvait prévoir ni la grossièreté ni l'explication de son interlocuteur. L'esprit réplique, disons plutôt l'esprit rétorque, est par définition un fait d'improvisation. On peut le comparer au jaillissement d'un gisement heurté par un coup de pioche. On dit qu'il fuse. Mais il y a aussi l'esprit qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on prépare, qu'on médite, qu'on corrige, et que pourtant on ne fait pas. Car on ne peut écrire une œuvre d'esprit qu'en ayant de l'esprit. C'est une réserve qu'on sollicite et non qui jaillit. Mais ce n'est pas un désert qu'on meuble par labeur de pensée. Ce labeur de pensée peut malgré tout être drôle, mais aux dépens de son auteur. C'est le risible bien particulier du moquer. Exemple. Si vous voulez jouer au con avec moi, vous ne serez pas les plus forts. Et comme l'abruti qui a lancé ce trait constate qu'il fait rire, il se fourvoie complaisamment dans une erreur qui ne peut que l'encourager à recommencer. Les gens qui font de l'esprit exploitent à outrance les clichés qu'ils fabriquent, ou plus souvent encore, ceux qu'ils empruntent dans un grand fond commun de l'imbécilité. Cet esprit qu'on fait de plus en plus, et non cet esprit qu'on a de moins en moins, dégrade la qualité du rire. À un esprit cliché répond finalement un rire cliché. Nous abordons alors une sorte de code mondain, de copinage douceâtre et morne, où la masse du public elle-même se trouve entraînée, crétinisée, et finit par entrer dans le jeu à son tour, par mimétisme et réflexe conditionnés. La télévision y est pour beaucoup. Précisons que dans l'esprit qu'on fait, le verbe faire ne contient aucune idée de création, mais de labeur, d'effort, de constipation.